Donc nous allons avoir le plaisir d'écouter pour cette première conférence inaugurale M. Joël Guiot, que je remercie à nouveau vivement d'avoir accepté notre invitation. Joël Guiot est directeur de recherche CNRS au laboratoire CEREG, Centre de recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement de l'Université d'Aix-Marseille. Il est lauréat de la médaille d'argent du CNRS en 2005. Ses principales contributions portent sur l'impact des changements climatiques passés, présents, futurs sur les écosystèmes méditerranéens et en particulier sur la forêt méditerranéenne. Parmi ses nombreuses activités, il a cofondé le laboratoire d'excellence OTEMED, Objectif Terre, Bassin méditerranéen, dont il dira sans doute quelques mots. Il a également participé au lancement du groupe d'experts MED-ECC sur les changements environnementaux et climatiques en Méditerranée. Et il est enfin co-auteur du rapport du GIEC sur l'impact du réchauffement de la planète qui a été publié en octobre 2018. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Et je vais vous parler du changement climatique. Bon, c'est un exposé qui, je pense, sera abordable à peu près pour toutes les disciplines. Ce n'est pas toujours facile de faire cet exercice, mais je pense que ça devrait pouvoir fonctionner. Et en fait, mon objectif, c'est de vous montrer, si c'est nécessaire, que le changement climatique est vraiment en route et qu'il y a urgence à prendre des mesures pour l'atténuer et essayer de s'épargner des lendemains qui déchantent. Voilà, par exemple, vous pouvez voir cette photo qui a été prise par un collègue à la mer de Glace dans les Alpes. Vous voyez, la glace, elle est tout dans le fond de la vallée. Et ici, vous voyez, 1990, c'est le niveau qu'avait la mer de Glace à cette époque-là, donc il y a 30 ans. Donc vous voyez comme le glacier a fondu, et c'est à peu près le cas de tous les glaciers partout dans le monde. Donc il y a vraiment un gros problème, et les glaciers sont vraiment quelque chose d'assez indicateur, parce qu'ils ont beaucoup d'inertie, et s'il fait une année chaude, ce n'est pas suffisant pour qu'ils fondent. C'est là parce que justement, il y a une tendance au réchauffement qui est très forte et ça a fini par avoir des répercussions importantes sur le glacier. Alors, cette courbe de température que vous voyez en bleu foncé ou en noir, c'est la température du globe. C'est-à-dire, les chercheurs ont fait la moyenne de toutes les stations météo du globe et ont obtenu cette courbe. Alors, avec évidemment des corrections, parce qu'il y a des stations météo qui sont bien plus nombreuses, par exemple dans les pays occidentaux que dans les pays du Sud. Donc pour ne pas disproportionner le poids des différents continents, tout ça a été arrangé pour que ce soit bien équilibré. Et ce que vous pouvez voir, depuis 1880, il y a un réchauffement assez important. Il y a évidemment une variation, vous voyez les petites variations, d'une année sur l'autre, il y a des différences, il y a des années qui sont plus froides et des années qui sont plus chaudes. Mais depuis quelques dizaines d'années, eh bien, les années sont à peu près toutes beaucoup plus chaudes que ce qu'on avait avant. Et si on fait passer une courbe, on fait lisser un peu ces deux courbes, eh bien, on s'aperçoit que le climat s'est déjà réchauffé de 1 degré depuis 1880. Alors on prend 1880, on appelle ça la période pré-industrielle. Bon, elle n'était pas vraiment pré-industrielle parce que l'industrie était déjà bien en place. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est l'industrie qui utilise des énergies fossiles, c'est-à-dire du charbon, et du pétrole et du gaz naturel. Normalement, le moteur à vapeur a été inventé au XVIIIe siècle, mais l'usage des énergies fossiles est encore modéré au cours du XIXe siècle et ça a vraiment explosé à partir du XXe siècle. Et donc, on ne peut pas avoir comme référence des périodes plus anciennes parce qu'on n'avait pas encore vraiment de station météo. Et donc, par convention, on appelle la période 1880-1910, grosso modo, les 30 ans, comme étant la période pré-industrielle. Et la courbe blanche, ce n'est pas du tout la courbe qui lisse les températures, c'est la courbe d'évolution du CO2, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre. Il était à peu près à 280 ppm. Alors ppm, c'est partie par million. Donc 280 ppm, ça veut dire 0,28 millième en composition, en volume en fait. Et donc c'est très peu,
mais ce gaz est très actif et c'est grâce à des gaz comme le CO2, le méthane et d'autres gaz, l'eau aussi, la vapeur d'eau, que l'atmosphère permet d'avoir un climat relativement chaud sur l'ensemble de la Terre. Si on n'avait pas ces gaz-là, la température, au lieu d'être en moyenne de 15 degrés sur tout le globe, elle serait de moins 18. Donc on a un effet de serre qui est fondamental. Donc cet effet de serre piège les rayons du soleil et permet à la Terre d'abriter le vivant. Et ce qui se passe, c'est que ces gaz à effet de serre augmentent. Le CO2 était à 280 et maintenant il a dépassé la valeur de 400. Donc c'est une augmentation assez importante. Et vous voyez cette courbe en blanc, eh bien, elle suit à peu près l'évolution de la température. Donc ça illustre bien qu'il y a une relation entre les deux. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour prouver la relation, il faut aussi qu'il y ait des mécanismes. Et ça, il y a des modèles climatiques, je reviendrai là-dessus plus tard, qui permettent de le prouver. Et par exemple, les 4 dernières années les plus chaudes de cette période-là, donc à peu près 140 ans, eh bien, c'est les 4 dernières années. Donc, vous voyez, chaque nouvelle année, c'est presque un record dans les températures. Si maintenant, on se focalise un petit peu sur les continents, là, ici, ce que je vous ai montré, c'était la courbe globale. La courbe globale est reprise ici par la courbe en gris. Et si on se concentre uniquement sur les continents, on a la courbe en rouge. Et donc, vous voyez que depuis à peu près 50 ans, la courbe rouge se décolle de la courbe noire. Ça veut dire que les continents se réchauffent de plus en plus vite par rapport à l'océan. Et au lieu d'être à 1 degré en moyenne, si on tient compte du continent et des océans, eh bien, les continents, eux, sont déjà à 1,5 degré de réchauffement. Donc, ce 1 degré, qui est une valeur moyenne, localement a en fait des valeurs très différentes. Et si on se focalise sur des régions encore plus petites, par exemple la région PACA, eh bien, on s'aperçoit que c'est presque 2 degrés déjà de réchauffement. Donc, vous voyez, si on a 1 degré de réchauffement, là où on vit, puisqu'on vit sur les continents, eh bien, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et puis, ce qui est prévu pour le futur, eh bien, c'est encore plus fort. Alors, souvent, on me dit, mais 1 degré, ce n'est pas grand-chose, finalement, un réchauffement d'1 degré. Alors, si on regarde simplement les variations d'une année sur l'autre, évidemment, cette année-ci était particulièrement chaude. Il y a eu la canicule en juin et en juillet. Si on compare cette année avec l'année précédente, on va trouver qu'il y a plus d'1 degré de différence. Mais ici, comme on parle au niveau de la moyenne sur le globe, eh bien, 1 degré, c'est significatif. Et on peut le faire, on peut comprendre ce que ça représente en comparant la température actuelle avec la température de la dernière période glaciaire qui s'est terminée à peu près il y a 15 000 ans. Eh bien, la différence entre une période glaciaire et la période actuelle, elle est de 5 degrés. Donc, 1 degré, ça représente 1/5 du réchauffement entre une période glaciaire et une période chaude. Et en période glaciaire, eh bien, on avait la calotte de glace qui arrivait jusqu'au sud de l'Angleterre. Donc, vous voyez, tout était complètement chamboulé avec 5 degrés. Et 5 degrés, c'est aussi ce que les climatologues nous prédisent pour le futur si on ne fait rien pour stopper le réchauffement. Alors, les responsables, je vous l'ai dit, c'est les gaz à effet de serre, donc CO2, méthane, protoxyde d'azote, c'est les 3 principaux. Alors évidemment, le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau, elle a une durée de vie dans l'atmosphère qui est très courte, c'est quelques jours. Après, il pleut et l'humidité de l'air change très vite. Et par contre, le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, ils ont des durées de vie dans l'atmosphère de plusieurs dizaines d'années, et même des fois plusieurs siècles. Et alors, cette augmentation des gaz à effet de serre, eh bien, elle nous vient des activités humaines. Alors, quelles sont ces activités humaines? Vous avez la courbe ici à gauche, en orange. C'est l'industrie qui produit l'électricité. Donc, il y a encore beaucoup de centrales électriques qui marchent au charbon ou bien au pétrole. En brun, ici, vous avez l'industrie, tous les autres secteurs de l'industrie. En vert, c'est le chauffage des bâtiments. En bleu, c'est les transports. Et puis tout le reste en rose. Donc vous voyez que l'ensemble des secteurs ont augmenté leurs émissions.
Et au niveau du monde, eh bien, c'est l'industrie qui émet le plus de gaz à effet de serre. Par contre, si on regarde la France, vous voyez que ce n'est pas une augmentation, mais une diminution. Donc la France a plutôt tendance à s'améliorer au niveau des émissions. Et pourquoi elle s'améliore? Eh bien parce qu'elle se désindustrialise. Et vous voyez que la partie de l'industrie en France, en orange ou en brun, eh bien c'est faible et c'est de plus en plus faible. Par contre, ce qui domine en France, c'est les bâtiments, donc le chauffage, et les transports. Si on regarde maintenant la Chine, c'est l'inverse, c'est l'industrie qui domine et ça augmente très fortement. Une des raisons, c'est que la Chine produit la plupart de nos biens industriels et ils les produisent chez eux, puis on les rapatrie chez nous. Donc, si vous voulez, on a exporté nos émissions de gaz à effet de serre vers d'autres pays. Il y a la Chine, mais il y a d'autres pays, l'Inde, etc. Et donc, vous voyez que là, c'est le secteur industriel qui domine. Donc, voilà les responsables de cette augmentation de gaz à effet de serre. Et ce gaz à effet de serre, quand il est dans l'atmosphère, eh bien, il n'y reste pas systématiquement. Vous avez en gris au-dessus, vous avez l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui est due aux industries, enfin, aux énergies fossiles, pardon, et au-dessus, c'est dû à la déforestation. Parce que quand on coupe les arbres, par exemple, comme ça se fait de plus en plus au Brésil actuellement, eh bien, le carbone qui est dans les troncs et les feuilles, etc., repart dans l'atmosphère. Et donc, on augmente les émissions. Donc, vous voyez donc que cette somme d'énergie fossile, déforestation, augmente de plus en plus au cours du temps. Et en dessous, vous avez le devenir de ces gaz à effet de serre. Si vous regardez le bleu foncé, donc la courbe d'en bas, eh bien, c'est la partie de ces gaz à effet de serre qui sont absorbés par l'océan. Donc, heureusement pour nous, l'océan absorbe à peu près 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et en vert, c'est la végétation et les sols des continents, qui absorbent à peu près en moyenne aussi 25%. Donc, dans toutes ces émissions-là, eh bien, il y a la moitié qui sont absorbées par l'océan et la végétation, et il reste une moitié dans l'atmosphère, et c'est le bleu clair. Alors vous voyez qu'il y a des variations pour la partie verte d'une année sur l'autre, simplement, c'est que la végétation, quand les années sont bonnes, quand il y a suffisamment d'eau pour la végétation, elle va piéger plus de carbone que les années, par exemple, où il fait sec. L'année 2003, qui était l'année à canicule sur l'Europe, eh bien, la végétation, il y a beaucoup d'arbres d'ailleurs qui en sont morts, etc. Donc ça diminue la rétention de gaz à effet de serre dans les troncs et compagnie. Alors, donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on émet de plus en plus de gaz à effet de serre et il y en a la moitié qui sont retirés de l'atmosphère grâce à ce qu'on va appeler la nature. Et c'est important parce que c'est peut-être dans la nature aussi qu'on va trouver les solutions pour le futur. Alors, le GIEC, donc j'imagine que vous connaissez tous, le groupe intergouvernemental d'évolution du climat, IPCC en anglais, a produit 3 rapports récemment. Le premier rapport, c'était en août 2018. C'était une commande en fait des pays qui s'étaient réunis à Paris en décembre 2015. Ça s'appelait la COP 21, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est là, à ces conférences, qu'il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises. Par exemple, il demande aux pays de faire le maximum pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de manière à ce que la température n'augmente pas au-delà de 2 degrés au niveau global. Et si possible, 1,5 degré. Le 1,5 degré, ça a été ajouté par... ça a été négocié fortement, et c'est les pays des îles du Pacifique et de l'océan Indien qui sont déjà au niveau de la mer et qui voient qu'avec 2 degrés de réchauffement, eh bien, beaucoup d'îles vont être submergées par l'océan. Et il y a des calculs qui ont montré qu'il fallait limiter le réchauffement à 1,5 degré pour limiter les dégâts. Et donc, les pays, et l'ONU en particulier, ont demandé au GIEC de faire une comparaison entre un réchauffement à 1,5 degré et 2 degrés pour savoir si vraiment il y a des grosses différences entre ces deux seuils.
Et c'est l'objet de ce rapport qui est sorti il y a un peu plus d'1 an. Il y a un deuxième rapport qui est sorti au mois d'août cette année-ci, c'est sur les terres émergées. C'est le rapport du milieu. Et là, c'est un rapport qui est assez intéressant parce qu'il commence à montrer des solutions pour essayer de limiter le réchauffement. Et puis le troisième, c'est sur l'océan et la cryosphère. La cryosphère, c'est l'ensemble de tout ce qui est gelé, hein, c'est les glaciers, c'est le pergélisol, par exemple, c'est les sols gelés au niveau de l'Arctique. Et donc, chaque fois, à peu près une centaine de scientifiques ont travaillé sur ces rapports. Alors, le GIEC ne produit pas de la nouvelle recherche, elle va voir la littérature et elle fait des synthèses et elle en tire les conclusions à partir de ce qui a été publié. Alors, par exemple, ce que dit le rapport sur les terres, eh bien, les écosystèmes terrestres absorbent 22% des émissions anthropiques de CO2, donc je vous avais dit un quart tout à l'heure, donc c'est à peu près ça. Donc, il y a un effet bénéfique des écosystèmes terrestres. Un quart des terres sont dégradées, donc les sols, en gros, en particulier parce qu'on construit de plus en plus, on fait des routes, etc., on bétonne, et puis surtout l'agriculture aussi qui dégrade par l'utilisation d'engrais et de labour, etc. Les sols se dégradent. Et 3/4 des terres, en fait, sont exploitées. Et les systèmes alimentaires, parce que c'est essentiellement ça le service que rendent les terres, c'est l'alimentation. Eh bien, ces systèmes alimentaires contribuent pour 25 à 30% des émissions. Alors, depuis 1961, l'utilisation des fertilisants a été multipliée par 8. Le volume d'eau pour l'irrigation a doublé et le bois récolté a augmenté de 50%. Alors, par exemple, le volume d'eau pour l'irrigation a doublé. On va voir que les prédictions pour le futur, pour l'eau, par exemple, c'est une diminution de l'eau disponible. En même temps, on en a de plus en plus besoin pour l'agriculture à cause du réchauffement, mais il y aura de moins en moins d'eau disponible. Donc, vous voyez que ça va poser des problèmes. Et puis aussi, les sols stockent du carbone, et ça, c'est quelque chose sur lequel les scientifiques se sont penchés récemment. Pour ça, il faut qu'ils soient de bonne qualité. Donc, une solution, c'est de rendre les sols de meilleure qualité. Mais malheureusement, avec le réchauffement, eh bien, les sols vont stocker de moins en moins de carbone, et donc il y aura ces réservoirs, on appelle ça des puits de carbone, eh bien, ils vont devenir de moins en moins performants. Donc, il y a à chaque fois un problème. On peut avoir des espoirs par rapport au sol. Je vous montrerai tout à l'heure que c'est pareil avec l'océan. Mais en même temps, tout n'est pas rose et finalement, il y aura quand même des problèmes si on n'y fait pas attention. Alors, par exemple, l'océan a récupéré, depuis que l'homme réchauffe le climat, eh bien, il a récupéré 90% de l'énergie émise. Donc, vous voyez que si l'océan n'avait pas été là, il ferait déjà beaucoup plus chaud que ce qu'il ne fait. Donc, l'océan récupère la chaleur et récupère aussi une partie du carbone. Donc, il agit sur les deux tableaux et donc il a un rôle régulateur qui est très fort. Donc, c'est justement 25% du CO2 est stocké chaque année. Mais le problème, c'est que si l'océan se réchauffe, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Vous prenez une bière dans le frigo, vous la versez dans un verre, eh bien, il y a la mousse qui se forme, et c'est en fait le CO2 qui est dilué dans la bière qui ressort. Eh bien, c'est pareil avec l'océan. S'il se réchauffe, il stockera beaucoup moins de CO2, et ce CO2 donc retournera dans l'atmosphère. Donc là aussi, il y a un problème comme pour les sols. Le réchauffement de l'océan a doublé depuis 1993 par rapport à la période qui précède, et il s'est acidifié. Parce que le CO2, quand il est dans l'eau, eh bien, ça se transforme en acide. Et cet acide, eh bien, ça cause du tort aux vivants dans l'océan, aux coquillages, par exemple, aux moules et aux coraux aussi. Donc, l'océan nous rend des services, mais en même temps, ça le dégrade beaucoup de rendre ce service. Et ça va aussi avoir des conséquences de plus en plus dramatiques dans le futur. Alors, une autre conséquence, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Donc ça, c'est la courbe qui est à gauche. Bon, il y a deux mesures qui sont faites. Il y a ces deux types de satellites.
Mais par contre, donc vous voyez, c'est assez conforme. Et on voit que le niveau de la mer s'est élevé à peu près de 15 à 20 cm depuis le début du XXe siècle. Et là, c'est depuis 1995, ça s'est accéléré. Et vous voyez, c'est écrit ici. Avant, on avait une élévation de 17 cm par siècle. Et bien maintenant, depuis 2-3 décennies, eh bien, on a une élévation de 32 mm, donc de 3 cm par siècle. Donc c'est un problème assez important, en particulier pour la Méditerranée, parce que la Méditerranée, vous savez que bon, il y a pas mal de côtes qui sont formées de rochers, donc dans l'immédiat, il n'y aura pas encore trop de problèmes, mais il y a aussi des côtes qui sont déjà au niveau de la mer, et les gens en Méditerranée, c'est à peu près partout tout autour de la Méditerranée, ont construit relativement proche de la mer parce qu'il n'y a pas de marée. Et on n'a pas les mêmes marées, on n'a pas les mêmes tempêtes que sur l'Atlantique. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant d'être au bord de mer, avec en plus l'avantage du beau temps, etc. Donc, la côte méditerranéenne est très construite. Et quand le niveau de la mer va monter, par exemple, sur la presqu'île d'hier, par exemple, ça va être un gros problème, quoi. Plus près de Marseille, ce sera la Camargue, moins habitée, mais là, c'est plutôt des zones, c'est pour la biodiversité qui risquera d'avoir des problèmes. Alors, la glace de mer, par exemple, c'est aussi un problème. La glace de mer ne contribue pas à l'augmentation du niveau de la mer. Ce sont la fonte des glaciers qui font monter la mer. Donc, le glacier du Groenland, de l'Antarctique et glaciers continentaux sur les montagnes. La glace de mer, elle flotte sur l'eau et donc ça ne change pas le niveau. Mais elle fond de plus en plus et au mois de septembre, eh bien, on a un passage qui s'est ouvert entre l'Atlantique et le Pacifique, simplement parce qu'il y a de moins en moins de glace. Elle est moins épaisse. On a calculé que l'épaisseur de la glace c'était en moyenne 3,5 mètres avant, et maintenant c'est 1,25 mètres. Donc il y a une diminution, donc la glace est moins solide, ça a des répercussions pour par exemple pour l'ours blanc qui profite justement de la glace pour se déplacer, pour pêcher. Et ce passage qui s'ouvre, eh bien, ça permet de plus en plus aux bateaux d'aller de l'Atlantique au Pacifique. Et c'est certainement pas sans dégâts sur les écosystèmes, puisque ça va forcément les perturber. Alors, au niveau de ce qui vit dans l'océan, eh bien, on calcule que les espèces marines se sont déplacées en moyenne de 5 km vers le nord depuis 1952. Et ça, c'est les espèces qui vivent en surface. Et les espèces qui vivent plus en profondeur, c'est de 3 km par an. Donc, on retrouve par exemple sur la côte française de la Méditerranée des poissons qui étaient avant dans l'est de la Méditerranée, et comme le barracuda par exemple. Donc ces poissons viennent occuper les écosystèmes et les niches des autres poissons, et donc ça perturbe pas mal le système. 50% des zones humides côtières ont été perdues sur 100 ans. Alors ce n'est pas uniquement le climat, c'est aussi l'homme qui a, par ses activités, par ses constructions, etc., qui a détérioré ces zones humides. Et un des impacts de l'acidification et du réchauffement, c'est les deux ensemble, c'est le blanchiment du corail. Donc vous voyez à droite en bas ces belles couleurs, ça c'est du corail qui est en pleine santé. Eh bien maintenant, dans beaucoup d'endroits, à quoi ça ressemble ? C'est complètement blanchi, donc il n'y a plus de vie, les poissons n'y sont plus, donc ça pose de gros problèmes. En gros, on calcule que 50% du corail, des massifs coralliens sont maintenant en danger, 50%, et si le climat se réchauffe jusqu'à 1,5 degré, je vous rappelle qu'on est déjà à 1 degré, eh bien ce sera 75% des récifs coralliens qui seront en danger. Alors, comment on calcule le climat du futur ? Alors, on fait appel à des modèles climatiques. Alors, vous voyez ici, c'est la Terre qui est sous forme de grille. Pour faire un modèle climatique, en fait, il faut partager la Terre par une grille en surface et aussi en profondeur dans l'océan et en hauteur dans l'atmosphère. Et on calcule les équations du climat
sur chacun des sommets de ces petits rectangles. Et donc ça permet, si on fait varier des paramètres comme par exemple les gaz à effet de serre, l'énergie du soleil par exemple, on peut faire varier cette énergie du soleil, eh bien on calcule tous les paramètres climatiques utiles comme la température, les précipitations, le vent, la vitesse et la direction, et ça permet de calculer les évolutions du climat. Et voilà par exemple un petit dessin que j'ai trouvé pas mal instructif, qui montre 4 scénarios possibles de l'évolution du climat. Alors, à gauche, vous avez la période historique, en bleu. Donc ça, c'est le climat tel qu'il est maintenant. Alors, plus c'est bleu, plus c'est froid. Et puis, vous voyez, depuis quelque temps, le bleu est devenu du rose, hein, de plus en plus prononcé. On est ici, voilà. Et maintenant, on a plusieurs possibilités. Soit on fait un scénario où on va réduire de beaucoup, mais alors vraiment de beaucoup, les émissions de gaz à effet de serre. Alors les climatologues appellent ce scénario ici RCP 2.6, enfin le nom n'a pas beaucoup d'importance, mais ça c'est un scénario grosso modo qui est en accord avec les accords de Paris, c'est-à-dire qui conduira à un réchauffement qui ne va pas dépasser 2 degrés. Et vous avez ici le scénario 8.5, qui est lui le scénario si on continue, on appelle ça en anglais business as usual, on continue à émettre des gaz à effet de serre comme on a toujours fait, et à ce moment-là, on va arriver à un réchauffement qui sera de l'ordre de 5 degrés. Donc, équivalent à un passage de période glaciaire à une période chaude. Donc, vous imaginez les bouleversements. Voilà. Donc, maintenant, voilà la situation idéale. C'est surtout pas la situation vers laquelle il faut aller ici. Et il y a 2 situations intermédiaires. Aux accords de Paris, les pays ont été invités à faire leurs propositions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, chaque pays est venu avec ses plans. Et on a mis tout ça, quand je dis on, c'est pas moi, hein, les climatologues ont mis tout ça ensemble et ont calculé quel était le réchauffement auquel on allait arriver si on suivait les plans des pays. Et on a trouvé qu'on aurait un réchauffement de 3 degrés. Donc on est bien au-dessus des accords de Paris. Alors dans les accords de Paris, il est prévu de renégocier tous les 5 ans et obligatoirement à la baisse. Donc la prochaine renégociation, ce sera l'année prochaine, je crois. Et il faut que les propositions d'émissions que les pays ont faites à Paris, eh bien, soit revues à la baisse. Donc, il faut aller plus loin. Et puis, 5 ans après, encore plus loin, etc. Et pour arriver finalement à ce scénario qui sera en haut. Et pour l'instant, on est plutôt quelque part entre ces 2 scénarios, avec un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, entre 2,7 et 3 degrés. C'est même pas le scénario vers lequel on se dirige, puisque, en fait, les propositions que les pays ont faites, ils ne sont pas encore capables de les tenir. Et depuis les accords de Paris, les émissions de gaz à effet de serre qui auraient dû diminuer, eh bien, elles ont continué à augmenter, y compris pour la France, qui était quand même le plus actif dans ces accords. Donc, on est tout à fait loin. On est en fait plus proche du scénario du bas que les scénarios intermédiaires. Et alors, le rapport du GIEC qui a calculé ce qui pouvait arriver avec un réchauffement d'1,5 degré a montré que, en fait, entre 1,5 et 2 degrés, il y a beaucoup de choses qui diffèrent pour les écosystèmes, pour les sociétés humaines. Perte de biodiversité, par exemple, il y aura 2 fois plus d'espèces qui seront en danger à 2 degrés par rapport à 1,5 degré. Je vous ai parlé des récifs coralliens. 75% des récifs seront perdus à 1,5 degré, mais ce sera 99% à 2 degrés. Donc, pour ainsi dire, il n'y aura plus de corail, quoi. Et c'est pareil pour l'agriculture, pour la pêche. La banquise, par exemple, je vous ai dit qu'au mois de septembre, il y a le passage du nord-ouest qui s'est formé. Eh bien, à 1,5 degré, eh bien, ce sera complètement... Il n'y aura plus de glace de mer du tout à la fin de l'été, une fois par siècle. Et à 2 degrés, c'est une fois tous les 10 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement linéaire, c'est vraiment exponentiel, le passage de 1,5 à 2 degrés.
Et donc, il y a vraiment intérêt à limiter à 1,5 degré. Alors, pour le niveau de la mer, c'est très variable. L'augmentation qui est prévue, c'est entre 20 cm si on respecte les accords de Paris et 1 mètre si on continue à émettre comme avant. Alors, 1 mètre, il y a, même la Camargue, il y a quand même beaucoup de zones qui ne sont pas à 1 mètre, qui sont à plus de 1 mètre d'élévation par rapport à la mer. Mais c'est quand on est dans des périodes de tempête comme celle-là ici que les vagues inondent en fait l'intérieur. Et donc, ce qui se passe, vous voyez ici, ce petit dessin explique bien les choses. Vous avez, si vous regardez la flèche de ma souris, c'est le niveau moyen de la mer actuellement, avec des niveaux qui peuvent être de plus en plus élevés, et avec chaque fois la fréquence à laquelle ça peut arriver. Par exemple, là, une fois par mois, on peut avoir un niveau qui monte jusque-là. Une fois par an, le niveau peut monter jusque-là. Une fois par décennie jusque-là, et une fois par siècle jusque-là. Donc vous voyez, c'est complètement figuré, hein, mais ça donne un peu une idée. Surtout, c'est que si maintenant on élève le niveau de la mer de 20 cm ou plus, de là on va passer à ça, et tout va être translaté de la même manière. Et donc finalement, ce qui arrivait, les inondations qui arrivaient une fois par siècle, elles vont arriver une fois tous les ans, quoi. Donc c'est ce genre de problème pour les gens qui habitent au bord de la mer. Donc c'est lié aux vagues, à ce qu'on appelle les submersions marines. Alors les zones humides, évidemment, en prennent un coup, des zones humides comme la Camargue, avec une diminution de la surface des zones humides de 20 à 90% selon le scénario. Pour la glace de mer, j'en ai déjà parlé. Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est le pergélisol. Donc, ces sols qui sont gelés dans les hautes latitudes, eh bien, c'est de perdre de 30 à 70%. Alors là, il y a un gros problème parce que ces sols gelés emprisonnent des gaz à effet de serre. Ils emprisonnent du CO2 et du méthane. Et si ça fond, eh bien, tous ces gaz-là vont ressortir et ça va faire encore exploser plus le réchauffement. Alors ça c'est pas forcément pour ce siècle-ci, ça pourra arriver à la fin du siècle, mais c'est surtout pour les siècles d'après. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau local. Je préside un groupe d'experts sur le changement. On vous a dit dans l'introduction que je coordonnais un groupe pour la Méditerranée, mais on a aussi un groupe pour la région PACA qui s'appelle le GREC Sud. Et on produit des cahiers qui sont disponibles sur le site web. Vous avez l'adresse qui est donnée là. On a déjà sorti 8 cahiers sur l'agriculture, la forêt, le littoral, les villes, etc. C'est des cahiers qui font à peu près 40 pages. Et c'est pour les décideurs, c'est pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui s'est déjà passé, et voilà ce qui va se passer dans tel et tel scénario. Et donc ça, c'est les scientifiques qui se réunissent pour faire ça. Et donc, on essaye de conscientiser un petit peu nos décideurs. Et par exemple, qu'on trouve comme information dans ces cahiers, le réchauffement, je vous ai parlé du réchauffement de 1 degré au niveau du globe, eh bien, au niveau de la région PACA, eh bien, on est déjà à 2 degrés. Vous voyez cette courbe ici, c'est la température moyenne annuelle, et on est ici à presque 2 degrés de réchauffement. Ce qui fait que quand on a des épisodes de canicule comme on a eu en juin ou en juillet, eh bien, ça fait beaucoup de dégâts parce qu'on est déjà à des températures en moyenne à des niveaux élevés et une canicule, c'est encore 2-3 degrés en plus. Au niveau des précipitations, vous voyez, il n'y a pas vraiment de tendance. Il y a toujours autant d'années plutôt sèches et d'années humides. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. C'est surtout donc au niveau des températures que ça pose problème. Et ça finit quand même par avoir un problème sur les ressources en eau parce que qui dit augmentation de température dit évaporation. Et donc s'il y a évaporation, eh bien, l'eau des sols, des rivières, des lacs et tout ça diminue. Et donc finalement, ça diminue les réserves. Là par exemple, les canicules, c'est un graphique ici qui vous montre en X. On a la durée de la canicule. Dans la canicule, il y a 2 paramètres qui sont vraiment importants. C'est la durée de la canicule et l'autre paramètre, c'est l'intensité. Et
vous voyez ici, en X, c'est la durée, et en Y, c'est l'intensité. Et vous avez ici 2003, qui était une très forte canicule pour le sud de la France. Et la durée, elle était entre 15 et 20 jours. Celle de 2019, eh bien, elle a duré beaucoup moins longtemps. Elle a duré plutôt une semaine et elle est aussi en intensité moins élevée. Alors maintenant, c'est intéressant de regarder ce qui va se passer dans le futur. Si on fait tourner les modèles climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'on y met on projette, si vous voulez, des années futures, par exemple ici 2021-2050 et là 2070-2100, eh bien, ces boules ici, ça vous donne, de manière un peu aléatoire, les températures en intensité et en durée. Et donc, vous voyez, les températures qu'on va avoir par rapport à la référence actuelle, eh bien, évidemment, c'est beaucoup plus chaud et des canicules qui durent beaucoup plus longtemps. Il suffit de comparer avec, ici, 2003. Vous voyez, la dimension de la boule est toute petite par rapport à ce qu'on va avoir. Donc, on va avoir des canicules qui vont être beaucoup plus longues et qui vont être beaucoup plus intenses, puisque, voilà, 2003, c'était autour de 29 degrés. Eh bien, ici, on aura très fréquemment des températures de 31-32 degrés. Les conséquences pour l'agriculture et les forêts. Alors, pour les forêts, eh bien, on observe de plus en plus de mortalité des forêts, les aiguilles qui deviennent brunes, des qui tombent, etc. Au niveau des vignes, par exemple, quelque chose qui est quand même important pour la région, eh bien, les vendanges, en grosso modo, à la fin de la guerre, donc au milieu du XXe siècle, eh bien, on faisait les vendanges, la plupart du temps, c'était fin septembre, et bien maintenant, c'est début septembre. On a gagné à peu près entre 3 semaines et 1 mois sur la date des vendanges. Alors, ça pose des problèmes parce que pourquoi on fait les vendanges plus tôt? Simplement parce que le raisin est sucré, et il est déjà sucré très tôt. Donc, pour éviter d'avoir du vin, puisque ce sucre se transforme en alcool, pour avoir du vin qui fasse 16 degrés, et on est obligé de faire les vendanges de plus en plus tôt. Mais ça pose des problèmes sur la qualité du vin, parce qu'un raisin qui est récolté plus tôt, eh bien, ne sera quand même pas arrivé à maturité. Le sucre est arrivé à maturité, mais par exemple les polyphénols ne sont pas à maturité, et donc finalement ça va avoir des influences négatives sur la qualité du vin. Et il va falloir s'adapter, c'est-à-dire changer de cépage, prendre des cépages qui sont habitués à des températures plus élevées. Là, vous avez ici une photo de ce qui se passe pour les forêts, et c'est surtout les forêts de moyenne altitude qui souffrent. Alors, l'agriculture, vous voyez ici la courbe qui est là, eh bien, c'est l'évolution de la production, c'est du blé ici, en quintaux par hectare. Vous voyez, ça sature, et ça a même tendance à diminuer. Et ça, la droite qui est ici, eh bien, c'est ce qu'on aurait s'il n'y avait pas eu le réchauffement du climat. Donc, on a ici une perte, en fait, de 10 quintaux par hectare à cause du réchauffement climatique. Alors, l'acidification des mers et des océans, je vous ai parlé des coraux, mais il y a aussi les moules. Alors là, ça a une valeur économique assez importante. On calcule qu'en 2100, eh bien, ce sera très difficile d'avoir des moules en Méditerranée. Parce que l'acide de l'océan s'attaque aux coquilles, et ces coquilles deviennent beaucoup trop fragiles. Alors, érosion côtière, on peut déjà l'observer. Les plages sont de plus en plus petites. Il y a des problèmes d'inondation et puis des problèmes aussi pour le tourisme. Alors maintenant, pour terminer, parce que bon, je vous ai fait un tableau assez noir, donc maintenant il faut voir s'il y a des solutions ou si on n'a plus qu'à se jeter par la fenêtre. Alors, ce que dit le GIEC, c'est que d'un point de vue physique, il n'est pas trop tard, parce que il faut comprendre que les gaz à effet de serre, ils restent dans l'atmosphère pendant des dizaines d'années, et donc les gaz qui ont été émis il y a 30-40 ans, c'est ceux-là en fait qui sont actifs pour le réchauffement qu'on a maintenant. Donc si les gaz qu'on émet maintenant font déjà passer la température dans 30 ans au-dessus de 1,5 degré ou même de 2 degrés, ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir l'espoir de rester à 1,5 degré ou à 2 degrés. Et en fait, ce que dit le GIEC, c'est que il est encore temps de maintenir la température à 1,5 degré,
Mais il faut, évidemment, c'est très urgent et il faut prendre des mesures tout de suite. Et il faut faire infléchir la courbe des émissions. Je vous ai dit que depuis les accords de Paris, les courbes n'ont pas arrêté d'augmenter. Eh bien, il faut vraiment qu'elles diminuent extrêmement rapidement, sinon on ne va pas y arriver. Et il faut qu'en 2050, les émissions, je reviendrai sur le concept après, on dit que les émissions doivent avoir une valeur nette de 0. Voilà. Et donc 2050, c'est demain. Et donc, évidemment, tout le monde doit faire des efforts, et en particulier les gros pollueurs, donc les gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi chacun doit prendre sa part. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vous montre d'abord pourquoi il est encore temps. Si on considère que l'atmosphère, c'est une cuve, hein, vous voyez, actuellement, on a déjà mis dans la cuve 2200 gigatonnes de CO2, donc 2200 milliards de tonnes. Et si la cuve était pleine, donc ça veut dire qu'en fait, on n'a aucune chance de rester en dessous de 2 degrés. Mais elle n'est pas pleine. On a encore de la place pour rajouter 580 gigatonnes. Et à ce moment-là, si on ne dépasse pas cette valeur-là, on sera à 1,5 degré. Et si on arrive à 1500 gigatonnes, donc 580 plus 920, là, on va rester à 2 degrés. Donc, vous voyez, ça nous laisse quand même encore de la marge. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la cuve n'est pas encore pleine. La mauvaise, c'est qu'il faut vraiment prendre des mesures radicales rapidement. Et donc, en fait, la lutte contre le réchauffement, ce n'est pas encore vraiment un problème de physique, c'est plutôt un problème de politique, des mesures qu'on prend pour lutter contre les émissions des gaz à effet de serre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure en 2050, il faut qu'on ait des réductions nettes pour arriver à des émissions de 0. En fait, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir se passer des énergies fossiles d'ici 2050, donc on va continuer à en utiliser, donc on va continuer à émettre. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre en place des mesures pour absorber le CO2 qui est dans l'atmosphère, pour le piéger, si vous voulez. Alors, la façon la plus évidente dont vous avez déjà entendu parler, c'est de planter des arbres. Pourquoi planter des arbres? Parce que l'arbre, c'est fait avec du carbone, et par la photosynthèse, il absorbe du carbone, et ce carbone construit le tronc année par année. Si on brûle cet arbre, évidemment, on rejette tout dans l'atmosphère, mais si on utilise le bois de l'arbre pour faire de la construction, ou pour éventuellement se chauffer et produire de l'électricité, mais à condition de récupérer les émissions de gaz à effet de serre, c'est une des solutions qui est préconisée, eh bien, on va pouvoir y arriver. Alors voilà, ça c'est le rapport qui est sorti au mois d'août cette année, qui nous dit en gros, reboiser, c'est bien, c'est-à-dire reboiser ce qui était déjà boisé avant, mais qui ne l'est plus parce qu'on cultive, ou bien boiser des zones qui n'ont pas encore été boisées jusque maintenant, faire des bioénergies avec capture de carbone, c'est-à-dire on va prendre du bois et on va produire de l'énergie en le brûlant, mais le carbone, on va le prendre à la sortie de la cheminée et on va aller le mettre, par exemple, dans des couches géologiques, on va aller le piéger dans les couches géologiques. Alors ça, c'est une solution. Le début, c'est basé sur la nature, c'est basé sur du bois, mais le piégeage, c'est vraiment hautement technologique, ce n'est pas encore au point. Et il peut y avoir des gros problèmes actuellement. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Et donc, qui dit énergie dit émission de gaz à effet de serre. Et puis, on n'est jamais sûr que ce sera complètement étanche. Si on dépense beaucoup d'énergie pour mettre ce gaz dans les couches géologiques et que dans 10 ans, il ressort quand même, eh bien, on a tout perdu, quoi. Alors, il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus naturelles et c'est beaucoup l'agriculture qui permet de faire ça. C'est des méthodes qu'on appelle d'agroécologie ou d'agroforesterie. C'est en fait changer complètement son mode de production agricole qui est basé sur les engrais. Et rien que pour faire des engrais, il faut aussi, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Si on remplace tout ça par de la matière organique, donc du fumier, du compost, etc., en fait, on reprend du carbone qui est dans l'atmosphère et on le stocke dans les sols. Alors la conséquence, c'est qu'on lutte contre le réchauffement climatique, mais il y a une autre conséquence à court terme qui est qu'on va améliorer la qualité de l'alimentation. Hein, on va faire du bio, on va privilégier les circuits courts, etc. On va produire chez nous. On va absorber donc du gaz à effet de serre, on va avoir une meilleure alimentation. Parce que le problème, en fait, avec toutes ces mesures pour lutter contre le climat, c'est que tout ce qu'on prend comme mesure maintenant, les effets seront seulement dans 20 ou 30 ans.
Donc c'est très difficile de convaincre les gens de faire des choses et pour lesquelles, en fait, ils ne verront pas vraiment les conséquences directement. Par contre, si en même temps, il y a des effets bénéfiques comme une meilleure alimentation, meilleure pour la santé, relocalisation, ben, ça veut dire que les emplois qui sont actuellement loin, en Chine ou ailleurs, eh bien, ils reviennent chez nous. Donc, au niveau social, il y a aussi des conséquences bénéfiques. Donc, ce sont ce qu'on appelle les co-bénéfices. Et c'est ça qui est peut-être la solution et qui va permettre de convaincre les gens de faire des efforts. Donc, je vous ai dit que l'agroécologie, ça permettait de stocker du carbone. Et il y a un programme qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture en France qui s'appelle le 4 pour 1000. Simplement, il y a des chercheurs de l'INRA qui ont calculé que si on arrivait à piéger 4 pour 1000 de carbone chaque année, eh bien, on pouvait contrebalancer les émissions. Bon, c'est pas si simple que ça, mais c'est un objectif. C'est pour ça que le programme s'appelle 4 pour 1000. Il y a des recherches qui se font là-dessus et c'est quand même porteur d'espoir. Une autre des autres mesures qu'il faut prendre, c'est plutôt au titre individuel, c'est changer de régime alimentaire. Alors, on parle beaucoup de régime de viande, et c'est sûr que le bœuf en particulier émet beaucoup de gaz à effet de serre, du méthane en particulier, mais pas que du méthane, du CO2, parce qu'on fait par exemple venir le soja du Brésil ou d'Argentine, et donc si on comptabilise tout ça, la viande un régime avec de la viande de bœuf, ça émet 10 à 100 fois plus de gaz à effet de serre qu'un régime végétarien. Alors, donc changer le régime. Alors, il n'y a pas que la viande. D'ailleurs, ce que dit aussi le GIEC, c'est qu'il ne faut absolument pas un régime végétarien parce que dans une ferme d'agroécologie, les animaux ont leur place et on a besoin d'animaux, donc il faut continuer à manger de la viande, mais beaucoup moins. Et l'autre chose qu'il faut aussi diminuer fortement, c'est les produits transformés par l'industrie. Ça émet beaucoup plus de gaz à effet de serre encore que la viande. Donc les produits tout faits que vous achetez. Donc, en fait, il faut une multiplicité de mesures. Et la première à prendre, c'est les économies d'énergie. C'est en fait, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, économie d'énergie, mieux isoler ses maisons, etc. Et puis, après, faire des efforts qui vont s'ajouter à ça. Par exemple, sur les transports. Alors, maintenant, si on raisonne un petit peu en termes économiques, j'ai combien de temps encore ? 5 minutes, d'accord, il n'y a pas de problème. Si on raisonne, alors vous vous focalisez sur ce qui est écrit en rouge, d'un point de vue économique, bon, évidemment, tout ce qu'on va faire, ça a forcément des implications économiques. Mais les économistes ont calculé que maintenir la température à plus 1,5 degré, ça coûterait en investissement, donc pour changer par exemple les systèmes de chauffage, de production d'énergie, pour isoler les appartements, etc., ça coûterait 71 à 150 trillions de dollars, donc 1000 milliards, jusqu'en 2050, donc c'est cumulé. Mais réparer les dommages que, si on ne fait rien, donc la température, par exemple, elle va arriver jusqu'à 3,7 degrés, c'est un des scénarios, eh bien, ça va coûter de 3 à 7 fois plus pour réparer les dommages, c'est-à-dire réparer les inondations, les effets des canicules sur la santé, etc. Donc tous les problèmes qui vont arriver d'ici 2050 coûteront 3 à 7 fois plus. Donc finalement, agir devrait coûter 4 fois moins en moyenne, selon les scénarios, que ne pas agir. Donc qu'est-ce que ça veut dire, agir ? Eh bien, ça veut dire atténuer le réchauffement. Alors, encourager le développement des énergies renouvelables, favoriser les transports en commun. Par exemple, une des raisons pour lesquelles les émissions depuis les accords de Paris n'ont pas vraiment diminué, alors quand même on a fait des efforts, normalement elles auraient diminué, mais en fait le mode d'utilisation de la voiture a beaucoup changé partout dans le monde. Les gens se sont mis à utiliser des voitures beaucoup plus lourdes, qu'on appelle des SUV, et rien que les SUV ont augmenté de 30% en Europe et 45% aux États-Unis ou en Russie, eh bien ça a été suffisant puisqu'elles consomment plus et donc elles émettent plus de gaz à effet de serre. Ça a été suffisant pour contrebalancer les réductions d'émissions qui ont été faites par ailleurs. Donc
voilà une solution qui est assez facile, par exemple interdire les SUV. Alors, et puis donc utiliser les transports en commun, développer l'économie circulaire, donc recycler, et renforcer la capacité de stockage et de séquestration du carbone dans les sols et dans les forêts. Et puis, comme de toute façon le climat étant même en train de changer, eh bien, il faudra de toute façon s'adapter, adapter les pratiques agricoles. Je vous ai parlé de changer de cépage pour les vignes, miser sur une sylviculture adaptative parce que les forêts souffrent, planifier les territoires sur le long terme. Par exemple, la mer qui monte, ça oblige à déplacer les habitations vers l'intérieur et développer des outils juridiques répondant aux contraintes de l'adaptation et de l'atténuation. Et je pense que ça, c'est le sujet de l'exposé suivant, enfin une partie. Voilà, alors maintenant, pour terminer, je voulais juste vous montrer quand, à notre petite échelle, ce qui se passe. Chaque fois, par exemple, qu'on prend l'avion, on émet presque 300 grammes de CO2 par personne et par kilomètre. La voiture, c'est 259, un peu en dessous. L'autocar, par exemple, plutôt que le train, hein, c'est 38, et le TGV, c'est 3,7. Donc, il n'y a pas photo, on voit bien ce qu'il faut favoriser comme transport. Mais on est de plus en plus informatisé et on a l'impression que, comme c'est virtuel, eh bien, il n'y a aucune conséquence. Et en fait, quand vous envoyez un email avec une pièce jointe, on va dire qu'il fait 1 mégaoctet la pièce jointe, si en plus vous l'envoyez à 10 personnes, vous multipliez par 10, eh bien, ça fait 35 grammes de CO2. Donc, c'est à peu près au même niveau qu'1 kilomètre en autocar. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout anodin. Une recherche Google, c'est 10 grammes. Donc, par exemple, dans ce cas-là, il faut mieux privilégier de retaper l'adresse soi-même plutôt que d'aller la chercher dans Google. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites à l'échelle de l'informatique. Hein. Et maintenant, je termine avec le régime alimentaire. Donc, je vous l'ai dit, le but n'est pas de devenir végétarien, parce qu'en plus, ce serait un non-sens d'un point de vue de l'agroécologie. Il y a des terrains qui ne sont pas propices à la culture du blé, etc. Et c'est les animaux qui vont y brouter de l'herbe, et donc ça fait partie. Et puis ces animaux vont nous fournir du fumier pour fertiliser la terre. À gauche, vous avez la répartition d'une assiette, c'est l'ADEME qui a calculé ça, d'une assiette d'un Français moyen. Et vous voyez, en bleu foncé, c'est les produits transformés par l'industrie. Donc ça fait la grosse partie du camembert. Hein, et puis de l'autre côté, vous avez les fruits et légumes. Et puis, bon, la viande, tout ça, ça ne fait pas beaucoup. 3% pour le porc, la volaille, et 3% également pour le bœuf. Parce que c'est en poids. Même si on mange beaucoup de viande, en poids, surtout l'assiette, on a quand même plus de céréales, du pain, etc. et des fruits et légumes que de la viande. Et si on réduit, par exemple, les aliments industriels, on les divise par 3, le poisson par 2 et la viande par 2, eh bien, vous avez en dessous le tableau 136 kg de CO2 par personne et par mois. Ça, c'est notre assiette actuelle. Et si on change un petit peu nos habitudes alimentaires, eh bien, on va tomber à 85,7. Donc, on va à peu près diminuer de 40%. Donc, vous voyez, il y a plein de pistes pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et chacun ne va pas utiliser toutes les pistes. Je pense qu'il y a de la place pour choisir ce pourquoi on se sent plus adapté comme restriction, mais il faut quand même choisir des réductions des endroits, diminuer l'avion, diminuer la voiture, etc., ou changer son régime alimentaire. Et c'est les pistes qui sont suggérées par le GIEC pour arriver à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Moi, je vais en rester là. Je vous remercie.